Bonjour à vous, merci d'écouter ce podcast consacré à Démocrite. Démocrite constitue un jalon très important de la pensée grecque puisqu'il est peut-être à la fois le premier matérialiste, le premier agnostique et aussi le premier penseur à s'intéresser véritablement à la morale. C'est donc vraiment un personnage essentiel de l'histoire de la philosophie. Démocrite est né dans la cité d'Abdère, dans le nord de la Grèce, vers 460 avant Jésus-Christ, et il serait mort très vieux, une centaine d'années plus tard. Quand on considère ses dates de naissance et de mort, il y a quelque chose qui peut étonner, en plus évidemment de sa longévité exceptionnelle. Démocrite est en effet traditionnellement classé parmi les philosophes dits présocratiques, et pourtant il naît une dizaine d'années après Socrate. Autrement dit, Démocrite est plutôt, à strictement parler, un post-socratique, ou à tout le moins un contemporain de Socrate, voire même un contemporain de Platon, ce dernier n'étant évidemment jamais qualifié de présocratique. Alors pourquoi? Pourquoi classer ce philosophe parmi les présocratiques alors qu'au sens strict, il n'en est pas un? Il est vrai que, de la même manière que Thalès considère l'univers entier réductible à un élément matériel, qui est l'eau, de la même manière que Pythagore imagine le réel constitué par un élément, qui est le nombre, Démocrite va lui aussi postuler l'existence d'un principe premier, d'un élément fondamental constitutif de tout ce qui existe. Et cet élément sera l'atome. Autrement dit, il existe un point commun entre Démocrite et un certain nombre de philosophes présocratiques, en l'occurrence la recherche d'un arché. Mais cet argument, ce point commun, paraît un petit peu mince pour justifier qu'on noie ainsi ce philosophe dans la masse des penseurs ayant en principe précédé Socrate. En réalité, contraindre un philosophe à rentrer vaille que vaille dans une case de l'histoire de la philosophie, et en l'occurrence ici rentrer dans le grand fourre-tout présocratique, qui est composé d'une centaine de penseurs environ, c'est une action qui contribue à minimiser son importance et son originalité. En agissant ainsi, c'est-à-dire en groupant les philosophes de façon un petit peu systématique et arbitraire, en les forçant à faire partie d'un ensemble, on gomme d'une certaine façon leurs différences, leurs subtilités et leurs particularités, et on crée artificiellement un semblant d'ordre. Il faut être bien conscient que Platon est devenu la référence philosophique à Athènes. Toute la tradition philosophique platonicienne, qui sera relayée ensuite par le christianisme, domine l'Occident depuis des siècles. L'histoire de la philosophie, telle qu'on l'enseigne souvent encore aujourd'hui, c'est l'histoire de ce qu'on pourrait finalement appeler les philosophes vainqueurs, ou en tout cas les philosophes qui se sont inscrits dans la lignée de la tradition platonicienne et puis chrétienne. Or, l'influence principale de Platon, la référence de Platon, c'est Socrate. Platon, ou en tout cas l'héritage platonicien, va constituer artificiellement un ensemble à partir de philosophies souvent très différentes. Des pythagoriciens qui croient en la réincarnation de l'âme, des matérialistes comme Démocrite, des poètes comme Parménide, des sophistes comme Protagoras, dont je parlerai bientôt. Et cet ensemble fort disparate sera qualifié de pré-socratique. Il y a une chose étonnante avec Socrate, c'est qu'il y a une dimension presque christique dans cette démarche. On fait en effet de Socrate pour l'histoire de la philosophie ce qu'on a fait de Jésus-Christ pour l'histoire tout court, un jalon, un moment essentiel. En histoire, il y a avant Jésus-Christ et il y a après Jésus-Christ. En philosophie, il y aura un avant Socrate, les présocratiques, et un après Socrate. On fait de Socrate le jalon essentiel de l'histoire de la philosophie. On fait de lui le personnage clé de l'histoire de la pensée,
celui après lequel plus rien ne sera jamais comme avant. On fait de Socrate une sorte de messie, avant lequel rien n'existe vraiment, rien ne mérite véritablement qu'on s'y attache, et pour cette raison, on peut grouper sous l'appellation présocratique toutes ces pensées qui ont précédé la venue de ce messie de la philosophie. On fait de Socrate un messie qui va libérer les hommes de l'ignorance et des fausses conceptions défendues par tous les philosophes qui lui sont antérieurs. Le fait même de créer l'appellation présocratique, le fait d'y faire rentrer, parfois en malmenant un petit peu les dates, comme dans le cas de Démocrite, des dizaines de philosophes différents, singuliers, c'est quelque chose qui participe à ce qu'on pourrait appeler une tentative de suppression des individualités. Les philosophes présocratiques sont tous des individus avec, pour chacun, leur singularité. Mais en les noyant dans la masse, en les versant tous dans la grande marmite présocratique, si on peut dire, on va minimiser leur importance, on va atténuer leur originalité, on va les caricaturer parfois, on va les laisser de côté même, les négliger. Par contre, cette stratégie met l'accent sur l'importance de Socrate et sur celle de son plus célèbre disciple, évidemment, qui est Platon. D'un côté, on minimise, on méprise tout ce qui existait avant Socrate, et d'un autre côté, on accentue, on amplifie l'apport de Socrate et de tous ceux qui s'inscriront dans sa lignée. Retenons donc que, même si Démocrite est encore aujourd'hui trop souvent classé parmi les philosophes présocratiques, c'est là le résultat d'une stratégie d'évitement que je vais ici essayer de contrer très précisément en parlant de Démocrite et en expliquant son originalité, ses particularités et son importance dans l'histoire de la pensée. Quand on parle de Démocrite, on parle généralement aussi de Leucippe. Ces deux philosophes semblent inséparables, à tel point qu'on peut vraiment les considérer comme les Dupont et Dupont, ou encore les Spirou et Fantasio de l'histoire de la philosophie. Manifestement, Démocrite et Leucippe ont travaillé ensemble, l'un étant même peut-être, mais sans certitude, le disciple de l'autre, et leurs théories philosophiques sont le fruit d'une collaboration étroite, d'une réflexion conjointe. Le problème, c'est qu'on ne sait quasiment rien sur Leucippe. Il est peut-être né à Milet, comme Thalès, ou à Abdère, comme Démocrite, ou encore à Élée, comme Zénon. On ne sait absolument rien de sa vie, et on en sait tellement peu à son sujet qu'un des grands spécialistes actuels de la philosophie grecque, Jean-Paul Dumont, fait remarquer qu'il n'est pas totalement exclu d'imaginer, même si c'est assez peu probable, que Leucippe ait été une femme. C'est dire si on ne sait vraiment rien sur ce personnage. Par contre, la biographie et la personnalité de Démocrite nous sont un peu mieux connues. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un personnage étonnant. Après avoir pas mal voyagé en Égypte, en Perse et peut-être même en Inde, Démocrite revient dans sa ville natale, Abdère, où il crée une école vers 420 avant Jésus-Christ. Il s'agit de ce qu'on appellera l'école abdéritaine, tout simplement parce qu'elle est située à Abdère. Démocrite, et ce sera le cas aussi pour Aristote, est un philosophe éclectique. Il s'intéresse en effet à tous les domaines, la physique, la diététique, la musique, la poésie, la médecine, l'harmonie des couleurs, la botanique, l'astronomie, l'usage des armes, etc. Il est connu pour sa curiosité insatiable. Il aurait en effet expérimenté tout ce qui était possible et imaginable. Il aurait par exemple goûté chaque organe corporel et chaque sécrétion humaine, car il était persuadé, et on trouve d'ailleurs cette même idée chez certains peuples cannibales, que la consommation de certains organes permettait de guérir certaines maladies ou d'acquérir certaines qualités. Il était célèbre aussi pour ses prédictions surprenantes et pour sa rhétorique redoutable. Et il semble avoir été un philosophe extrêmement populaire, très apprécié de ses contemporains. Considéré comme un savant au savoir encyclopédique, il savait en fait tout sur tout,
Démocrite était aussi, et c'est assez rare pour qu'on le souligne, un philosophe bon vivant, un homme qui aimait rire, un philosophe farceur et jovial. D'un point de vue philosophique, Démocrite considère que le réel est constitué par des éléments qui existent en nombre infini, qui sont tellement petits qu'ils sont invisibles à nos yeux, et qui sont éternels et indivisibles. Ce sont les atomes, c'est-à-dire littéralement les indivisibles, les insécables. L'atome, c'est le grain solide de matière auquel on parvient quand on divise un corps, un objet, jusqu'à ne plus pouvoir le diviser. Quand on divise et qu'on aboutit à un élément tellement petit qu'il n'est plus possible de le diviser, c'est qu'on est arrivé à l'atome. Ces atomes ne sont pas les seuls éléments constitutifs du réel, car Démocrite imagine ces atomes en mouvement. Ils ont donc besoin de se mouvoir dans du vide. Dans le vide infini, les atomes en nombre infini tourbillonnent dans tous les sens, ils s'entrechoquent, ils rebondissent, parfois ils se collent les uns aux autres et forment alors certaines combinaisons. C'est la naissance d'un être. Ils restent ainsi soudés un certain temps, puis ils finissent par se décoller, par se séparer, et c'est alors la mort d'un être. Les atomes sont les seuls éléments qui existent. Ce sont eux qui sont à la base, qui constituent tout ce qui existe, tout ce que nous voyons. Les arbres, les animaux, les montagnes, les étoiles, le soleil, l'eau, l'air, le feu, notre corps, notre âme. Tout est constitué d'atomes. Pour cette raison, on peut dire qu'on se situe ici dans une perspective atomiste. Et les atomes étant constitués de matière, les atomes étant des éléments exclusivement matériels, on dira qu'on se situe dans une perspective matérialiste. Dans cette perspective matérialiste, notre corps, mais aussi notre âme, sont constitués d'atomes. Démocrite introduit ici une distinction entre les atomes qui constituent les corps, et qu'il appelle atomes somatiques, et ceux qui constituent l'âme, qu'il nomme atomes psychiques, ceux-ci étant considérés comme plus subtils. Mais qu'ils soient somatiques ou psychiques, les atomes restent des éléments matériels. On est donc bien dans une perspective matérialiste. Il n'existe pas d'autre substance que la matière. Dans la mesure où notre âme est constituée d'atomes qui se sont collés les uns aux autres, lorsqu'arrive notre mort, les atomes de notre corps vont se disperser et notre corps finira par disparaître. Quant aux atomes de notre âme, eux aussi vont se séparer, ce qui signifie que notre âme ne survivra pas. Avec Démocrite, nous avons, probablement pour la première fois dans l'histoire des idées, une conception de l'âme comme mortelle. Notre âme ne survit pas à la mort de notre corps. Par conséquent, il n'existe pas d'arrière-monde, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a rien à espérer après la mort. La mort est la fin de tout. La mort est d'autant plus la fin de tout qu'il n'est pas sûr du tout que les dieux existent. Puisque seule la matière existe, si les dieux existent, ils doivent avoir une structure matérielle. Ils doivent être eux aussi constitués d'atomes. Et si les dieux sont effectivement matériels, nous devrions pouvoir en faire l'expérience. Nous devrions les voir, les entendre, ce qui n'est pas le cas. Cette absence de perception des dieux n'est pas une preuve suffisante de leur inexistence. Et jamais Démocrite n'affirme que les dieux n'existent pas. D'ailleurs, l'athéisme au sens propre n'existe pas pendant l'Antiquité. Et il faudra attendre le début du XVIIIe siècle avec Jean Méliès pour que, pour la première fois, quelqu'un affirme clairement que Dieu n'existe pas. Ce que Démocrite dit, c'est qu'on ne peut pas dire avec certitude que les dieux existent, manifestant ainsi une attitude agnostique. L'agnosticisme étant la conception selon laquelle on ne peut pas se prononcer sur le sujet de l'existence de Dieu. Démocrite est-il le premier philosophe agnostique ? C'est possible, sans être tout à fait certain,
puisqu'à la même époque on trouve également le sophiste Protagoras, dont je parlerai bientôt, qui considère lui aussi qu'il est impossible de se prononcer par rapport à l'existence ou à l'inexistence des dieux. Quoi qu'il en soit, et que Démocrite soit le tout premier ou seulement un des premiers agnostiques, ce qui semble manifeste, c'est que son matérialisme permet de façon logique de douter de l'existence des dieux et par conséquent de participer au sacre de l'humain. En mettant le divin de côté, on met l'accent sur l'être humain. L'agnosticisme n'est pas la seule conséquence de la mortalité de notre âme matérielle. En effet, la conception d'une âme mortelle, cette conception selon laquelle la mort est la fin de tout, cette conception qui nous apprend que nous n'avons qu'une vie, va pousser Démocrite à s'interroger sur la meilleure façon de vivre cette existence unique qui nous est offerte. Démocrite va être un des tout premiers, sinon le tout premier, à se poser la question « Que dois-je faire pour être heureux ? Que dois-je mettre en place pour avoir la vie la plus heureuse, la plus satisfaisante possible ?» Ce faisant, Démocrite est un des tout premiers, sinon le tout premier, à s'intéresser à la morale, à se poser des questions morales. Pour lui, le bonheur consiste à atteindre l'euthymie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme, le bien-être, la sérénité joyeuse, la tranquillité d'esprit. Cette euthymie, cette sérénité de l'âme, sera recherchée notamment dans la modération des désirs. Il s'agira de ne pas désirer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Démocrite nous invite à apprendre à nous contenter de ce qu'on a. Et il nous recommande de ne pas entreprendre de choses qui soient au-dessus de nos forces ou de nos possibilités. Fixons notre esprit sur des choses possibles. Gardons les pieds sur terre. La recette est finalement assez simple. L'homme heureux, écrit Démocrite, c'est celui qui ne se plaint pas de ce qu'il n'a pas, mais au contraire se réjouit de ce qu'il a. Modérons nos désirs, rejetons les excès et la démesure, fuyons l'intempérance. L'objectif étant la tranquillité de l'âme, Démocrite préconise l'évitement de tout ce qui peut nous troubler. Ne nous marions pas, ne faisons pas d'enfants, ne nous occupons pas de politique. D'une certaine façon, il s'agit de rechercher le plaisir tout en évitant le déplaisir. On découvre donc ici, avec Démocrite, et peut-être pour la toute première fois dans l'histoire de la pensée en Occident, une perspective hédoniste. L'hédonisme étant la doctrine qui suppose que le but de la morale est de rechercher le plaisir et d'éviter la souffrance. Tant que la souffrance n'est pas là, je suis dans le plaisir, dans la sérénité, dans la joie. Tant que le négatif n'est pas là, je suis dans le positif. C'est quelque chose qu'on retrouvera d'ailleurs chez Épicure. De façon générale, si on veut être heureux, on doit essayer de faire en sorte que notre bonheur ne dépende que de nous-mêmes. Ça se comprend aisément. Si mon bonheur dépend d'une tierce personne, je risque de ne pas être heureux. Il suffit que cette personne dont mon bonheur dépend ne soit pas là, ou qu'elle me quitte, ou qu'elle meure, et je suis malheureux. Si je veux que mon âme soit tranquille, sereine, si je veux atteindre l'euthymie, il est préférable que mon bonheur ne soit pas dépendant des autres. Il vaut mieux, dira Démocrite, prendre plaisir à soi-même. Démocrite va d'ailleurs prendre cette recommandation, prendre plaisir à soi-même, dans son sens le plus fort, ou au pied de la lettre si on veut, puisque dans un petit texte assez singulier, le philosophe compare les effets de la masturbation et de la relation sexuelle, et il conclut finalement à l'égalité des effets de ces deux pratiques. Dès lors, pourquoi s'encombrer d'une tierce personne ? Pourquoi risquer les soucis et les tracas inhérents à une relation amoureuse ? La devise de Démocrite aurait sans doute pu être « Tout plaisir bien ordonné commence par soi-même ». Prendre plaisir à soi-même, voilà une recette extrêmement facile à appliquer pour atteindre le bonheur. Premier matérialiste sans doute, premier agnostique peut-être,
Démocrite est donc aussi un des tout premiers philosophes à s'intéresser à la morale et en plus à proposer une morale hédoniste. Son importance dans l'histoire de la pensée est considérable puisqu'on peut trouver des traces de son influence chez Épicure, chez Lucrèce, chez Jean Méliès, chez Montaigne, chez Karl Marx et chez Bertrand Russell, pour ne citer que quelques-uns des philosophes qui sont redevables à Démocrite, ce philosophe rieur décidément hors norme. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici.